Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et bonjour Denis Brognard. Merci Bonjour à d'être tous les avec deux. nous, on est ravis de vous recevoir ce matin. Pour une fois, vous êtes là, vous êtes à Paris. Mais oui, enfin au studio. En présentiel, comme on dit. On est bien ensemble, je suis content d'être avec vous. Eh ben, écoutez, on est content que vous soyez avec nous sur Sud Radio. Rouge. Non. Moi, je suis pour les rouges. Ouais, j'ai pas mon petit totem. Vous publiez Un soldat presque parfait. C'est un récit paru chez Flammarion. C'est une histoire vraie, très prenante. Franchement, quand on rentre dans le livre, on ne le lâche pas. Et c'est une histoire très très forte avec des scènes de guerre, des scènes. Et puis l'impact, on va en reparler dans un instant. Le courage, effectivement, de ces soldats. C'est un hommage à nos soldats. On en reparlera. Puis on va parler évidemment de Koh-Lanta avec vous. Et Gilles, la question du jour. C'est la question du jour. En effet, est-ce que Koh-Lanta doit-elle arrêter de diffuser les images de chasse et pêche parce qu'il y a polémique, scandale. Mais quoi, ils ont essayé de pêcher. Mais quel scandale. Alors on pose la question à nos auditeurs. Est-ce que vous pensez que TF1 doit arrêter de diffuser des images de chasse et de pêche? Ils nous disent oui à 18%, non à 82%. Nos auditeurs, vous pouvez aller sur le compte Twitter de Sud Radio pour voter. Pour l'instant, ils veulent que les images de chasse ou de pêche soient continuées à diffuser. Alors pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y a une polémique de l'association PETA qui était invitée hier dans Touche pas à mon poste. Rien que pour vous, Denis, je vous ai ramené l'extrait. Moi, à partir du principe où on essaie de matraquer un animal avec une lance et qu'on le piétine et qu'il essaie de se défendre pour sa survie, je considère que c'est de la cruauté sur les animaux. Oui. On leur demande d'arrêter de diffuser ce genre de pratique, ce genre de cruauté envers les animaux, et on leur demande aussi d'établir une politique qui va défendre le bien-être animal. Denis ? Écoutez, je pense qu'à un moment ou un autre, je suis évidemment du côté de la majorité de vos auditeurs. Ouais. Est-ce que vous pensez que le pêcheur à la ligne, lorsqu'il prend avec un hameçon un poisson, il le fait sans faire, entre guillemets, un peu souffrir le poisson? Enfin, à un moment, il faut arrêter ça. On est dans une émission où ils n'ont rien. Et où on leur dit... Vous servez du milieu naturel pour vivre et pour continuer à vivre dans cette aventure. Voilà. Et moi, ce qui m'amuse... C'est une émission de survie. Mais ce qui m'amuse, c'est que souvent l'animal est bien plus fort que l'homme. Et on l'a vu. La murène, Arnaud, il a eu beau essayer de l'attraper avec ses pieds. Eh ben, la murène, elle s'est carapatée et elle a retrouvé la mer sans aucun problème. Vous imaginez la faible chance, le faible pronostic si vous êtes avec une machette pour tenter de tuer une raie. Oui, mais je vais vous faire l'avocat du diable, parce que je suis plutôt de votre avis, mais je vais faire l'avocat du diable, pour vous dire que c'est de la mise en scène pour un show télé, et c'est ça ce que reproche l'association PETA, c'est que logiquement, ils n'ont pas à chasser parce qu'ils n'ont pas faim. Vos aventuriers le sont parce que TF1 les a affamés au cours d'un jeu. Oui, mais enfin, donc c'est ça en fait. Mais à un moment, quand on mange... appelons un chat un chat. Quand on mange un poulet, quand on mange une entrecôte, alors là je me mets pas du côté des végétariens, ça veut dire que quelque part à un moment on a tué un animal précédemment et on fait pas le show, on montre. Koh-Lanta, c'est montrer ce qui se passe. Et effectivement, la nourriture, la recherche de nourriture, que ce soit la recherche de manioc ou la recherche de poisson, ça fait partie. C'est pas la première fois qu'on le fait. Combien de fois on a montré aussi un pêcheur sous-marin, puisque ils peuvent gagner, et ce sera encore le cas cette année, un kit de pêche à un moment avec un fusil harpon. Et si quelqu'un sait se servir d'un fusil harpon, eh bien avec un fusil harpon, il peut toucher des poissons et rapporter des poissons pour que ceux-ci soient mangés. Je vois pas. C'est pas une, enfin pour le coup une corrida. Mais pas du tout. Et c'est pas. Ils ne pêchent pas pour le plaisir de pêcher. Ils pêchent. Je peux vous dire que s'ils avaient attrapé la murène ou la raie, comme ils ont attrapé ces petits poissons, c'était pour manger parce que surtout les premiers jours dans Koh-Lanta, ils sont absolument affamés. Voilà. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas de théâtralisation. Il n'y a pas d'objectif de montrer des scènes de torture. Il y a à montrer la vie et la survie de ces gens qui vivent Koh-Lanta dans le plus grand des dénûments. Voilà, et encore une fois, sur ce dont on parle, animaux sauvages 2, candidats de Koh-Lanta 0, puisque et la murène et la raie sont encore tranquillement dans le lagon polynésien. Donc vous ne répondrez pas à PETA qui veut un Koh-Lanta vegan? J'ai pas envie de répondre. Non. Franchement, j'ai pas envie de répondre. Ça vous saoule? Ça m'indiffère. Ça vous met même pas en colère? Non, ça me met pas du tout en colère. Mais vous savez, depuis le début de Koh-Lanta, les aventuriers essayent de trouver à manger. Il y avait Mohamed la chèvre, c'est différent.
Mohamed, on lui a interdit évidemment. Il était en plateau, Mohamed. Voilà, oui. Chez Cyril Hanouna. Mais la chèvre, c'était différent parce qu'elle était pleine. À l'époque. Et donc, effectivement, elle était dans un état qui n'était pas son état normal. Voilà. Maintenant, je vous dis, sur cette histoire de murène et de raie, encore une fois, regardez bien les images. La murène, elle est beaucoup plus forte que la jambe, même le mollet musclé d'Arnaud. Oui, il y a Brigitte qui nous dit, mais le problème, c'est que la consommation de la raie est interdite en Polynésie. Voilà, touchez pas à nos raies. Alors, ils ont expliqué que pas celle-là, pas cette raie spécifique, puisqu'il y a plusieurs sortes de raies. Ça, c'est une raie pastenague. Moi, pour avoir beaucoup nagé et plongé en Polynésie, il y en a beaucoup. Voilà, exactement. Et qu'ils ont une liste d'animaux à ne pas toucher. C'est ce qu'a expliqué Mohamed hier. Ils étaient briefés. Mais ça nous est arrivé une année en Nouvelle-Calédonie. Et on l'a appris très vite et on a immédiatement stoppé. Il y avait un animal qui s'appelle le puffin, qui était un espèce d'oiseau, qui est un oiseau un peu particulier. C'est un oiseau qui est quasiment aveugle et qui ne vole pas. Et effectivement, et qui se rapproche des sources de chaleur. Donc dès l'instant où vous avez du feu, ces puffins se rapprochent et c'est assez facile de les chasser. C'est un animal protégé. Nous avons immédiatement, mais instantanément, dans le moment, arrêté et demandé aux aventuriers d'arrêter. Et évidemment, nous leur demandons, et nous avons une liste d'animaux qui sont protégés, nous demandons de ne pas toucher à ces animaux-là. Oui, mais c'est fou, juste pour conclure, comme une association qui qui soulève un point comme celui-là, ça devient une polémique dont tout le monde s'empare. Vous savez, ce qui est étonnant, Valérie, c'est que moi, je regardais les réseaux sociaux, j'ai observé un petit peu les réactions. Et les réactions sont assez en accord avec votre sondage. C'est-à-dire que généralement, la polémique entraîne la polémique et ça fait un effet boule de neige. Là, pas du tout. Bon, parlons d'autre chose. Pas du tout, parce que les gens qui regardent Koh-Lanta se disent, mais attendez, ce que je viens de vous dire, c'est une émission où les gens n'ont rien et ils doivent se débrouiller seuls. Si en plus on leur interdit de pêcher, mais alors, ils vont manger quoi? Du sable? Non. Bon. Fin de... Alors, Monica... Et sans aucune envie de polémiquer, etc. Et je suis le premier à dire qu'il faut... voyez, toutes les images abjectes qu'on peut voir sur des laboratoires, sur des abattoirs parfois, mais je suis le premier à défendre la cause animale. Mais il faut raison garder. Dans ce cas-là, je crois qu'on est en dehors des clous et en dehors de ce qu'est justement la protection animale. On passe au zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Alors Denis, Valérie, ça y est, on a fêté les 1 an du confinement. On a passé notre première nuit confinée, évidemment, hier soir. Sur tous les médias, on a ressorti les archives. Le virus, ça n'existe pas. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Le rebond, je ne sais pas d'où ça sort. Il n'y a pas une pénurie de masques. Aujourd'hui, nous avons un stock d'état de masques où il reste encore plusieurs dizaines de millions de masques. Mes chers compatriotes, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux. J'en ai la conviction. Voilà, c'était un petit florilège. On a vu pas mal d'extraits. Hier également, le témoignage de Daniel. Alors Daniel, c'est intéressant parce qu'il a 47 ans. Il se croyait pas concerné par le Covid et ça lui est tombé dessus. Un témoignage qui montre le rajeunissement des hospitalisations. J'ai perdu 15 kilos en 15 jours. Et jusqu'à ce qu'il m'arrive mon problème, je n'ai jamais cessé de faire du sport tous les jours. C'est pour ça que j'étais même pas très inquiet par rapport au Covid, parce que je me suis dit que j'ai un profil atypique où, normalement, je ne devrais pas avoir grand-chose à supporter. J'étais contre anti-Covid, j'étais contre le vaccin, j'étais contre presque tout. Et là, c'est fini, j'ai changé mon fusil d'épaule. Et c'est assez impressionnant à l'image, c'était un sujet et un reportage de BFM. Un moment fort écouté hier, Denis et Valérie, à au Sénat, où Laurence Rossignol a demandé au président de la République de révoquer Georges Tron, qui a été condamné pour viol. Qui est en prison, Et qui est en prison, elle l'a indiqué. Et qui va lui répondre, non pas le président de la République, mais Éric Dupond-Moretti. Petit problème, c'est que le garde des Sceaux est aussi l'avocat de Georges Tron. Le 17 février dernier, l'ancien ministre et actuel maire de Draveil a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes, pour viol, agression sexuelle en réunion. Vous avez le pouvoir, en Conseil des ministres, de démettre ce maire. Qu'attendez-vous pour le faire ? Il me semble que ce justiciable a formé un pourvoi en cassation, que la décision dès lors n'est pas définitive et qu'il se débrouille avec sa conscience. Vous demandez à l'exécutif d'intervenir là-dedans, mais franchement, quelle hérésie ! Je n'aurais jamais cru que le gouvernement
envoie pour répondre à ma question l'avocat de Georges Tron, celui qui a traité de menteuse les victimes pendant tout le procès et qui continue aujourd'hui de les traiter de menteuses en arguant de la présomption d'innocence alors que vous avez été condamnés. Oh, je pense que vous en reparlerez avec vos débatteurs tout à l'heure. Et pour finir, hier, c'était Top Chef. Là aussi, une émission qui cartonne comme Koh-Lanta. Il y a des animaux morts aussi dans Top Chef. Oh. Ah bah oui. Il y a du poisson. Il y en a plein, les frigos même. Voilà. Et hier, ils ont fait, vous savez ce que c'est, un ogiri, non, c'est japonais, c'est des... Absolument, c'est une boule avec des choses à l'intérieur. Et Paul Perret leur a demandé d'où venait leur inspiration pour faire de la cuisine japonaise. Vous allez voir, il va être surpris de la réponse. Un onigiri, c'est une boule de riz à sushi farcie. En général, ça se mange au Japon pendant le goûter, ça se prend comme un petit tanka. Qu'est-ce qui te fait faire un truc d'inspiration japonaise? Attention. Moi, je suis un grand fan de Dragon Ball Z, chef. De Dragon Ball Z. Dragon Ball Z? Qui est Dragon Ball Z? Et parce que tu es un grand fan de Dragon Ball Z? Ball Z. Mais je sais même pas le dire, le truc, c'est pour te dire. Vous connaissez Dragon Ball Z? Oui, alors je suis pas un grand spécialiste, mais oui. Il est plus Picsou, on l'avait reçu, Paul Perret. Vous regardez quoi, vous, à la télé? Vous regardez ce type d'émission, Top Chef, Pékin Express? J'ai pas beaucoup le temps de regarder, mais en tout cas, effectivement, j'en parle avec lui, puisque voilà, j'entretiens des rapports très amicaux avec Stéphane Rothenberg. C'est un peu mon pendant, même si je fais pas du tout d'émission de cuisine sur la 6. Pékin Express. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'amuse. Et puis il y a forcément un trait d'union, même si ce sont des émissions différentes, entre Pékin Express, Koh-Lanta. Oui, puisque Valérie en parle. Qu'est-ce que vous en pensez de Pékin Express? Alors ça fait très longtemps que j'ai pas regardé, mais dans l'absolu, c'est quelque chose de sympa. C'est le projet de départ de Pékin Express est sympa. Et puis je vous dis encore une fois. Je trouve que Stéphane Rothenberg mène ça parfaitement bien depuis de très nombreuses années. Le point commun aussi entre Pékin Express et Koh-Lanta, c'est la longévité de cette émission. Oui, absolument. Parlons on va dire quand même, on va parler de votre livre, parce que c'est vrai que c'est votre premier roman, enfin c'est un roman, c'est un récit romancé très fort sur ce soldat, cette histoire vraie de ce soldat Stanislas qui a été militaire, qui revient de scènes de guerre, de théâtres de guerre particulièrement violents, et qui souffre de ce traumatisme post-guerre, syndrome post-traumatique, je ne plus le mot. Et c'est un très très beau livre qui rend hommage à nos soldats. Ça vous tenait à cœur, ça, de leur rendre hommage? Vous êtes parrain des blessés de guerre. Des blessés de guerre, oui. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré des blessés psychiques et j'ai découvert un petit peu l'ampleur des dégâts de ces blessures qui ne se voient pas de prime abord. Et c'est vrai que l'histoire de Stanislas, je voulais la raconter dans sa globalité, c'est-à-dire que c'est vraiment les montagnes russes entre des moments d'exaltation exceptionnelle dans sa vie militaire, que ce soit au Kosovo, en Afghanistan, au Mali, là où il est patron d'un groupe de combat, et puis les moments de désœuvrement, les moments de détresse absolue dans sa vie personnelle où, avec l'alcool, avec la violence, il perd totalement pied jusqu'à une nuit de Noël 2008, tenté de mettre fin à la vie de sa femme et de celle qui est aujourd'hui la maman de 2 de ses 3 enfants. Voilà, c'est les hauts, les bas, et c'est essayer de comprendre comment la guerre a pu entraîner toutes les conséquences sur sa vie personnelle. Donc, finalement, lui trouver un peu des circonstances atténuantes, même si je tiens à le souligner, parce que ce qu'il fait de temps en temps est totalement... la scène de violence sur sa femme, c'est insupportable. C'est inqualifiable et c'est impardonnable. Mais ça personne ne lui pardonne, ni moi, ni lui-même. Lui, il est très dur envers ses propres agissements. Mais parce que l'amitié entre militaires et de vivre entre garçons sur les bases et autres fait que c'est aussi beaucoup plus fort parfois que l'amour, en fait. Il y a ça que vous racontez, que leur vraie vie, elle est parfois il a envie de retourner là-bas et que c'est la vraie vie est là-bas plutôt que de. C'est très dur de revenir dans la réalité. Quand il part au combat, il a une forme d'exaltation, d'excitation. C'est sa vocation, c'est sa mission première de patriote.
Mais dès qu'il est sur place, il a aussi envie de revenir. Enfin, il est dans une forme d'instabilité. Voilà, exactement. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour lui de vivre. Mais il faut aussi bien comprendre que dans ce livre, j'essaye de montrer comment, avec l'aide aussi de l'armée, ce type essaye de se reconstruire, parce qu'à un moment, il est au fond du gouffre. Quand je dis au fond du gouffre, c'est-à-dire qu'il ne peut plus sortir de chez lui, il ne peut plus voir personne, il a peur du moindre bruit, du moindre impondérable dans sa vie. Et petit à petit, grâce à beaucoup de dialogue, eh bien, il arrive à se reconstruire, il arrive à ressortir, il retrouve un métier. Et aujourd'hui, même s'il n'est pas encore totalement tiré d'affaire, il a un espoir, il a un métier, il revoit ses enfants, il revoit son ex-femme. Et la violence l'a pas totalement quitté, mais elle s'est quand même considérablement éloignée. Vous avez imaginé vous devenir militaire un jour ? Imaginez, non, parce que justement, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Je crois que je n'aurais jamais eu le courage de risquer ma vie. C'est quand même une abnégation extraordinaire que d'être militaire aujourd'hui, quand on y pense. Ouais. Ces gens-là, ils vont dans des théâtres d'opération souvent extrêmement éloignés de chez nous. Pourquoi ? Pour préserver notre liberté, notre possibilité de vivre dans notre monde. Hors Covid, évidemment, où on peut faire exactement ce que l'on entend et ce que l'on veut. Regardez le nombre de militaires qui tombent au combat au Mali, précédemment en Afghanistan. C'est un métier extrêmement dur, extrêmement risqué. Et ces gens-là... même si on n'est pas forcément très proche de l'armée, si on n'a pas une appétence pour l'armée française, on ne peut qu'avoir du respect pour ces gens-là. Et en tout cas, le militaire qu'il est, le soldat qu'il est, j'ai beaucoup de respect. Beaucoup moins pour la personne qu'il est devenu, avec, encore une fois, les circonstances atténuantes dont on parle. Est-ce que Stanislas aurait été un bon candidat pour Koh-Lanta ? Je crois que oui. Maintenant, il aurait dû tempérer un peu ses ardeurs, mais le Stanislas du début, le Stanislas qui part en Somalie à 18 ans, je pense que ça aurait été un bon candidat parce qu'il est dur au mal et parce qu'il est capable de pas mal de choses pour aller loin. Et en plus très sportif, donc je pense qu'il aurait été pas mal. Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus difficile dans le relationnel. Oui. Un soldat presque exemplaire, donc c'est paru chez Flammarion. Parlons de Koh-Lanta. Ce livre, vous l'avez écrit pendant le confinement ? J'ai commencé à l'écrire il y a quasiment un an, jour pour jour. Et effectivement, j'ai écrit pendant 6 mois et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire en tout cas. Ça se sent et vous avez une très belle plume en tout cas, très percutante et franchement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Donc Koh-Lanta, c'est une saison qui arme secrète. Oui, et qui est en Polynésie française. Ça a cartonné déjà les audiences, 5,7 millions de téléspectateurs. C'est le record depuis 2017. C'est vrai que c'est une émission et que beaucoup ont découvert pendant le confinement. Moi j'ai beaucoup d'amis restaurateurs qui ont découvert Koh-Lanta puisqu'ils travaillaient en principe ce soir-là où il y a des gens qui n'étaient pas chez eux. Et c'est vrai que ça vous a amené certainement des gens différents. Gilles, oui, alors donc c'est une saison avec des armes secrètes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que les colliers qui sont cachés dans la forêt. Il y a des armes secrètes qui peuvent tout bouleverser. C'est ça qui est incroyable, c'est que Koh-Lanta, ça a presque 20 ans. Et en fait, à chaque fois, on modifie, on génère de nouvelles règles. Et le succès est là. C'est assez magique quand même. C'est le but, c'est-à-dire de ne pas lasser le téléspectateur, de conserver cet intérêt. Évidemment, on sait que Koh-Lanta est un concept qui plaît, qui fédère aujourd'hui, qui est rentré dans toutes les familles. Mais chaque année, on apporte ce petit zeste de nouveauté pour que les candidats soient dans un premier temps désarçonnés et que les téléspectateurs assistent à ça avec gourmandise. Regardez les armes secrètes, évidemment, vous parliez des colliers d'immunité, là, avec ces armes secrètes... On peut annuler le collier d'immunité. C'est la pire des armes secrètes, la plus redoutable, le bracelet noir. Mais ces armes secrètes, en tout cas, vont effectivement ajouter encore un petit peu dans la stratégie et dans la précarité d'une émission comme celle-ci. Mais j'ai l'impression que vous mettiez plus de méchants que les autres, que chaque année, il y a un méchant qu'on déteste et qui se fait taper sur les réseaux sociaux. Là, je pense que c'est bien parti pour le Corse et le pharmacien. C'est quand même bien parti pour ceux qui suivent Koh-Lanta. Mais je ne crois pas qu'il faille parler de méchants. Aurélien, le pharmacien normand, il est naturellement leader. Il est leader dans sa vie professionnelle.
professionnel, dans sa vie personnelle. Il tente de l'être sur Koh-Lanta. Et puis Mathieu, il est plutôt brut de fonderie, lui, notre ami corse. Voilà, et il dit à l'instant T ce qu'il pense. Est-ce que ça veut dire qu'il est méchant? Je ne crois pas. Non, mais le pharmacien, il est un peu retors, quand même. Il est malin. Si c'était un joueur d'échecs, je vous dirais qu'il essaye de jouer avec 1 ou 2 coups d'avance. Mais je peux vous garantir que ni l'un ni l'autre, dans le sens littéral du terme, ne sont des méchants. C'est dur de dire que les gens sont méchants. Et je vous le garantis, Mathieu et Aurélien notamment ne sont pas méchants. Ils ont envie d'aller loin. Ils ont envie, avec leur caractère, leur personnalité, de faire la différence par rapport à d'autres. Ça, c'est une certitude. Mais je vous le jure, ils ne sont pas méchants. Oui. Vous pouvez nous raconter une anecdote de tournage sur ce dernier tournage? L'anecdote de tournage, c'est surtout qu'on a réussi, alors qu'on était en pleine phase Covid, alors que le confinement était établi en métropole, à tourner dans les meilleures conditions, absolument. Parce qu'on avait créé cette bulle sanitaire avec des tests très stricts, très draconiens avant de partir. Même chose sur place, 5 jours de quarantaine. Et puis, on avait installé, et ça c'est un pari réussi par Alexia Laroche-Joubert et Julien Magne, producteur et patron d'ALP, que de créer cette bulle sur un bateau. C'est-à-dire que d'habitude, on est soit dans un hôtel, soit sur une base vie qu'on a construite. Là, on était dans un bateau de croisière. Vous étiez confinés sur le bateau? On était confinés, c'est-à-dire qu'en dehors des tournages, on tournait, on partait avec nos bateaux, etc. On allait sur le tournage, on revenait. Les candidats étaient sans masque, évidemment, vivaient comme si de rien n'était, puisqu'ils étaient tous évidemment négatifs, testés à de multiples reprises. Moi, j'étais sans masque face à eux, mais autrement, on était toujours avec le masque, toujours avec ces distanciations sociales indispensables sur ce bateau de croisière. Et c'est l'anecdote que je voulais vraiment souligner ce matin, parce que encore une fois, c'était loin d'être évident d'amener comme ça 200-250 personnes, tout compris, et de garder vraiment la bulle complètement hermétique afin que le Covid ne rentre pas. Il n'y avait aucun cas positif. Aucun cas. Non. Et le prochain tournage, c'est quand? Et le prochain tournage, c'est dans quelques semaines, où je ne sais pas, d'un seul coup, j'ai une amnésie absolue. Je pensais réussir. Puis là, d'un seul coup, vous m'auriez dit, tiens, le quand dans quelques semaines. Le où, d'un seul coup, je ne sais pas. Ils devront être obligés d'être vaccinés contre la Covid pour pouvoir voyager? Mais non, pourquoi voulez-vous que les gens soient obligés d'être vaccinés? Est-ce que pour un tournage, on oblige les gens à être vaccinés? Non. Non, il y aura les mêmes précautions qui seront prises, des tests. Non. Merci beaucoup, Denis Brognard, d'être venu. On vous retrouve donc pour Koh-Lanta, comme tous les vendredis soirs. Et puis votre livre, Un soldat presque exemplaire, paru chez Flammarion. Merci à vous. Et on se retrouve, nous, dans un instant avec un autre héros, le professeur David Kayat, cancérologue, qui sera avec nous. À tout de suite.